Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Parmi la très riche filmographie de Jackie Chan, Le Marin des mers de Chine est souvent considéré comme un de ses tout meilleurs films. Malgré ce statut, sa production est peu connue alors qu'elle fut riche en événements. En revenant dessus au cours de cette vidéo, une question va se dessiner. Qui est le véritable auteur du Marin des mers de Chine ? Revenons d'abord un peu en arrière pour mieux situer Le Marin des mers de Chine dans la carrière de Jackie Chan. En 1978, le cascadeur atteint la gloire tant convoitée grâce au succès de ses deux kung-fu comédies réalisées par Yuen Woo-ping pour la Seasonal Films, Le Chinois se déchaîne et Le Maître chinois. Revenant sous l'égide de Lo Wai, il continue sur sa lancée, ajoutant une nouvelle réussite commerciale à son crédit grâce à sa première réalisation, La Hyène intrépide. Mais le nouveau statut acquis par Jackie complique les relations déjà loin d'être harmonieuses avec son patron. La Golden Harvest parvient finalement à le débaucher et Jackie Chan connaît encore un succès sous cette nouvelle bannière qui sera la sienne pour plus de 20 ans avec La Danse du Lion, toujours une kung-fu comédie. Devenue une superstar, la Golden Harvest l'envoie aux États-Unis avec l'espoir de conquérir le marché local, une ambition au cœur de la politique du studio depuis Opération Dragon. L'entreprise s'avère toutefois un échec. Le Chinois est un médiocre film d'action par Robert Clouse, le non moins médiocre réalisateur d'Opération Dragon. Et si l'équipé du Cannonball s'en sort mieux, Jackie Chan n'y a qu'un rôle très secondaire. De retour à Hong Kong après cette déconvenue, la star s'attelle à la réalisation de Dragon Lord. Mais là encore, c'est une relative déception. Le film se vend bien à l'étranger, mais fait un score décevant à Hong Kong. Jackie Chan entre donc dans le projet du Marin des mers de Chine avec un statut écorné par ses déceptions à répétition. Le résultat mitigé de Dragon Lord conditionne l'orientation donnée au projet suivant. Edward Tang, le scénariste détaché par la Golden Harvest pour travailler avec Jackie Chan, en s'interrogeant sur les raisons du mauvais score du film précédent, arrive à la conclusion que c'est l'époque choisie qui est responsable et que Jackie Chan a besoin d'une nouvelle image. Il décide donc de situer ce nouveau projet à la fin du 19e siècle et de faire du clown martial un policier affrontant des pirates. La piraterie a été une réalité de Hong Kong avant même qu'elle devienne une colonie britannique dès le milieu de la dynastie Ming. Ces nombreuses îles, on en compte plus de 250, offraient de multiples opportunités aux frères de la côte d'échapper aux autorités. Elles furent même un temps surnommées les îles aux voleurs. Le plus célèbre d'entre eux fut incontestablement Chung Po Tsai. Fils adoptif d'un autre chef pirate célèbre, Cheng Yi, Chung Po Tsai, aux côtés de sa belle-mère, hérita de la confédération pirate mise sur pied par son aîné. Sous son commandement, la flotte prospéra, atteignant à son pic une taille de 1800 bateaux. Son succès lui valut de devenir la bête noire des Qing, mais aussi des Portugais et des Anglais. Après plusieurs violents affrontements, Chung Po Tsai finit par déposer des armes et obtint une position officielle chez les Qing en échange. Un type de marché alors assez fréquent entre les autorités chinoises et les bandits les plus puissants. Tous les films sur la piraterie à Hong Kong s'inspirent d'une manière ou d'une autre de Chung Po Tsai. Ce fut le cas du Pirate de Changche, dont le titre original est Chung Po Tsai, du Dr Wong contre les pirates de Choi Ark ou encore du King of the Sea de Chung Pok Ching. Le capitaine Sao Feng, joué par Chow Yun-fat dans Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski, y trouve également son modèle. Lo Sanpo, le méchant du Marin des mers de Chine, ne fait pas exception. Pour autant, le dépôt des armes par Chung Po Tsai ne mit pas fin à la piraterie et d'autres forbans moins connus prirent sa suite, même si aucun d'entre eux ne put assembler une flotte d'envergure comparable. Quand le Royaume-Uni prit le contrôle de Hong Kong en 1841, la piraterie fut une menace constante pour la prospérité de la colonie jusqu'aux années 1930. L'abordage du bateau anglais et la capture de ses passagers est inspiré de ce qui arriva en 1890 au SS Namoa, quand des pirates kidnappèrent 5 Européens et 240 Chinois. L'événement choqua la colonie et poussa les autorités coloniales à intensifier leur lutte contre la piraterie. C'est dans ce contexte qu'est censé se situer le Marin des mers de Chine. Sur cette base, Edward Tang écrit un script intitulé Bataille en haute mer, très vite rebaptisé Projet A afin de ne pas donner d'idée à la concurrence en cas de fuite. Le tournage du film commence au milieu de l'année 1982 entre Hong Kong et Macao, la colonie portugaise offrant des extérieurs plus conformes à la Hong Kong du siècle précédent. À l'initiative de Jackie Chan, la réalisation est confiée au metteur en scène taïwanais Ting Shan-si. Mais durant le tournage, les relations entre le réalisateur et la star se détériorent, semble-t-il à cause de la méconnaissance du taïwanais par rapport au tournage des scènes d'action. Au bout d'à peine un mois, Ting est débarqué. Son apport exact sur le film demeure encore mystérieux, mais il semble avoir essentiellement travaillé sur les scènes du début du film concernant la rivalité entre les policiers et la marine, et dans les scènes situées dans le Hoover Club. Jackie maintenant en plein contrôle, il n'a plus à s'embarrasser des considérations d'un autre metteur en scène,
et peut donner libre cours à toutes ses envies. Il conçoit une longue séquence de course-poursuite en vélo après avoir constaté l'extrême popularité du BMX. Une idée alors dans l'air du temps. Low Carlong en fit de même pour son Lady is the Boss, sorti au début de l'année 1983. Mais ce sont surtout les séquences en mer qui posent le plus de problèmes à Jackie et son équipe. Les mouvements de l'eau rendent le tournage des scènes d'action difficiles, et les typhons qui passent dans le territoire n'arrangent rien à l'affaire. Conformément aux habitudes en vigueur au sein de l'industrie, le scénario est modifié au cours du tournage, comme l'atteste ce reportage japonais où l'on voit Yun-Byu infiltrer le repère des pirates en se cachant dans un tonneau. Une idée qui ne sera finalement pas utilisée dans la version finale du film. Au bout de quasiment un an de tournage, Jackie a à peine mis un tiers du film en boîte. Leonard Ho, en charge de la supervision des productions de la Golden Harvest, décide d'intervenir et charge Sammo Hung de prendre les choses en main pour permettre une sortie du film à Noël 1983. Jackie avait déjà demandé l'aide de Sammo au début du tournage, mais après une journée sur le plateau, le chorégraphe avait préféré tirer sa révérence, trouvant qu'il y avait trop de réalisateurs impliqués pour un seul film. Maintenant de retour, il se retrouve à travailler sur le film derrière la caméra pendant un peu plus de 2 mois. L'implication de Sammo à ce stade amène à se poser 2 questions. Était-il censé participer au film dès le début du projet ou sa présence dans le film fut conditionnée par ce rôle de supervision? Dans sa dernière autobiographie, Jackie indique que sa participation était prévue dès le début du projet. On peut toutefois s'interroger. Avec la tendance de Jackie de tourner longtemps, déjà démontrée sur La Danse du Lion et Dragon Lord, et un Sammo alors ultra actif, il est difficile d'imaginer que le grand frère ait accepté de se mettre complètement à disposition et se soumettre au bon vouloir de son ancien camarade de l'Opéra de Pékin. On peut donc se demander si son rôle dans le film ne fut pas augmenté de par sa présence physique constante sur le plateau. Qui avait le contrôle des opérations entre Jackie et Sammo? Selon Edward Tang, également assistant réalisateur de Jackie pendant le tournage, et certains cascadeurs impliqués dans le film, Jackie demeurait le patron et les 2 hommes collaboraient naturellement sans avoir besoin de beaucoup communiquer. Toutefois, d'autres cascadeurs reconnaissaient également que le Singaban, l'équipe de cascadeurs de Jackie, et le Ungaban ne se mélangeaient pas et que Sammo avait tendance à filmer lui-même les scènes le concernant. Dans une interview de Dick Wai, celui-ci indiquait que c'est Sammo qui le choisit pour interpréter le rôle de Lo Sanpo. Ce qui n'est pas surprenant. Il faisait alors partie de son équipe habituelle. Il est bon également de se rappeler de leur statut respectif au moment où le film fut réalisé. Les 2 hommes étaient des stars. Mais Jackie avait alors essuyé une série de semi-déceptions alors que Sammo était toujours sur la pente ascendante. Le grand frère était également dépêché directement par la Golden Harvest. Ajoutons à cela que, en raison de leur enfance à l'Opéra de Pékin, Sammo a en général une autorité naturelle sur ses camarades de la China Drama Academy. On peut donc légitimement penser que Sammo a eu une influence plus grande qu'on veut bien dire dans la réalisation du film. Celle-ci se fait ainsi ressentir dans le final. Jusqu'alors, la tendance dans le cinéma d'action hongkongais était de faire de longues séquences de combat pour terminer les longs métrages. Jackie était dans cette tradition avec les affrontements contre le super kicker coréen Wang Xik dans La Danse du Lion et Dragon Lord, durant chacun plus de 15 minutes. Sammo avait lui aussi au début respecté cette tradition, mais commença à innover en 1981 avec son Prodigal Son, dont le combat final ne durait que 5 minutes. Dans Le Marin des mers de Chine, le final dure à peine 6 minutes. On retrouve également son style dans les impacts et la manière dont le combat fut tourné. Ainsi, pour le saut chassé de Sammo sur Dick Wai, une technique récurrente de l'homme, l'ancien capitaine de l'armée taïwanaise ne fut pas prévenu par le chorégraphe et fut donc logiquement blessé. Cela n'empêcha pas Sammo de refaire la prise avec Paul Wong doublant Dick Wai. Cela n'arriva d'ailleurs qu'une fois, le cascadeur étant persuadé qu'il mourrait s'il devait faire une deuxième prise. Cette école de l'impact maximal est caractéristique du style Sammo. Les images du reportage japonais tourné en septembre 1983 semblent aller dans ce sens car on y voit Sammo donner des instructions à l'équipe et aux acteurs. C'est en tout cas quand Sammo était impliqué que Jackie finit par effectuer la fameuse cascade de l'horloge. Effrayé après qu'un essai avec un mannequin ait laissé ce dernier dans un sale état, Jackie en avait repoussé le tournage pendant près de 3 mois. C'est la présence de Sammo qui poussa Jackie à finalement faire la célèbre cascade. Dans sa dernière autobiographie, Jackie explique que Sammo lui aurait crié « Combien de temps vas-tu attendre? Il n'y a nulle part où se garer, je dois marcher tous les jours, vas-tu tourner cette scène ou non ?» Mais selon le scénariste Lam Chiu-wing, qui travaillait alors à la Golden Harvest, la harangue de Sammo fut moins polissée. Selon lui, il aurait crié « Gros nez, si tu ne sautes pas maintenant, tu peux abandonner l'idée de faire des films. »
À vous de décider laquelle de ces versions correspond le mieux à la personnalité de Sammo. Attardons-nous un peu sur cette fameuse cascade. Manifestement inspirée par Harold Lloyd, elle fut d'abord envisagée comme une chute directe. Mais le risque apparut trop grand et 2 paravents furent rajoutés pour casser partiellement la chute. Bien sûr, le sol fut préparé avec des tatamis et cartons pour amortir au maximum. Dans le film, 2 plans différents sont utilisés pour la scène. Une 3e version de la cascade est visible dans les prises ratées du générique de fin. Jackie fit la cascade 2 fois, et c'est sa 2e tentative qui conclut la scène. Qui donc fit cette 3e prise? Il s'agit du cascadeur Danny Shaw. Celui-ci fit la cascade rien de moins que 4 fois. Évidemment, il se retrouva à l'hôpital au final, et empocha 4 fois la somme de 3 500 $ Hong Kong pour sa peine. N'oublions pas que derrière toute star de l'action, même une aussi talentueuse que Jackie Chan, il y a une équipe de cascadeurs qui sont prêts à prendre sa place ou à prendre des coups pour que l'acteur apparaisse à son meilleur. Ce sont les héros inconnus du cinéma d'action, et Danny Shaw fut l'un d'entre eux. Au final, avec 3 réalisateurs différents impliqués, qui mérite le crédit de la réussite artistique du Marin des mers de Chine? Assurément, Jackie Chan demeure la principale force créatrice derrière le film. C'est lui qui a initié le projet, il en est la star, les séquences d'action sont construites autour de sa personne, il en a réalisé la plus grande partie. Toutefois, il ne faudrait pas nier pour autant les autres contributions qui ont été faites. Et la plus importante après celle de Jackie, c'est celle de son grand frère Sammo, qui par certains aspects marqua son empreinte stylistique sur le film. Plus mineure, mais néanmoins importante, est également l'implication d'Edward Tong, à l'origine de l'idée d'un film de pirate, de l'environnement historique et du scénario. Reste encore une inconnue à cette équation à facteurs multiples, l'apport exact de Ting Shan-si au début du projet et de son tournage. On peut se demander si le fait que Jackie Chan ait fait la suite sans Sammo et Yuen Biao ait été un moyen pour la star d'affirmer sa paternité pleine et entière sur la franchise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses sur ce classique du cinéma de Hong Kong qu'est le Marin des mers de Chine. N'hésitez pas à poster vos questions ou observations dans les commentaires, je ferai probablement une vidéo pour y répondre. En attendant, je vous dis à bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.